Sidi Thiemoko Touré, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Vous êtes présent à Paris actuellement pour le Salon international de l'agriculture. Vous êtes à la recherche d'investisseurs, notamment dans les filières que vous gérez en Côte d'Ivoire. On est dans une période actuelle avec des crises internationales qui ont un impact sur les cours des matières premières, des produits agricoles, des productions animales. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui importe encore beaucoup de ces produits. Est-ce que ça a fait réfléchir le gouvernement, le président, toutes les équipes pour avoir une politique en matière de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire surtout beaucoup plus ambitieuse? Écoutez Pascal, toute nation responsable aujourd'hui, avec, vous l'avez relevé, toute la problématique des relations internationales, se pose légitimement la question de savoir quel est l'état de son pays par rapport à la souveraineté alimentaire. C'est une problématique internationale, mais qui est surtout aussi nationale du point de vue de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez noté, la Côte d'Ivoire assume trop de dépendance sur ses productions animalières ou végétales et même halieutiques. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'état de priorité que le Premier ministre a accordé à certains secteurs, essentiellement notre département, les ressources animales et halieutiques, à l'effet de trouver les leviers pour pouvoir rapidement changer la donne. Tenez-vous bien, sur la production halieutique, c'est-à-dire sur le poisson, nous sommes certainement l'un des tout premiers importateurs au niveau du monde du poisson. Malgré le fait que nous... Poisson congelé? Du poisson congelé, on va dire, de toute provenance. Exactement. Malgré le potentiel hydrique dont on dispose, c'est-à-dire fleuves, lacs, mers, etc. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est un important producteur thonier. Ben, ça, c'est le paradoxe. Le thon, ça, c'est à partir de la mer, mais n'est pas dans la consommation permanente et quotidienne. Et c'est des produits qui sont exportés, c'est ça, les conserves de thon. Le thon constitue pour à peine 100 000 tonnes, des 600 000 tonnes, 650 000 tonnes que nous consommons. Et donc, ce n'est pas assez. En tout cas, il est bon que nous puissions changer la donne. Et pour nous, c'est pratiquement 350 milliards de francs CFA de devises que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour pouvoir nourrir en poissons ses citoyens. Quel est l'objectif sur le poisson? C'est la pisciculture alors, plus la production intérieure à travers le réseau, enfin les ressources hydriques du pays? Il est acquis que la pêche en elle-même n'évolue pas en termes de quantité pour pouvoir suffire à l'approvisionnement national. Et c'est acquis dans tous les différents pays. Le seul secteur où il y a de marge de progression, c'est sur l'élevage, c'est-à-dire la pisciculture de poissons. Donc, à partir de ce moment, notre action, nos initiatives vont vers la vulgarisation de ce secteur à travers d'importants programmes tels que le programme de transformation stratégique de l'aquaculture en Côte d'Ivoire qui vise à combler le gap en mettant à la disposition des aquaculteurs les alevins améliorés qui permettraient de très vite... C'est les petits poissons. Ce sont les tout petits poissons. Et là, on a besoin ce sont des intrants de qualité. Parce qu'il y a des alevins qui n'ont pas de grande performance. Il faut que cela soit assez performant et que ça donne du poisson marchand de qualité, bonne à la vente, mais aussi bonne à la consommation. D'accord, donc l'objectif, c'est installer des fermes aquacoles un peu sur toute l'étendue du territoire, là où il y a un réseau hydrographique assez important. Exactement, c'est ça l'objectif, et surtout très vite, à l'horizon 2030, on va dire, atteindre au moins 70% de production locale du poisson. Il y a une autre dépendance en Côte d'Ivoire, c'est celle aux productions animalières de la sous-région. On sait très bien que les pays de l'Hinterland, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ont tendance à envoyer leurs bovins, leurs caprins, leurs ovins vers la Côte d'Ivoire. On est aussi dans une période de crise politique au sein de l'Afrique de l'Ouest, entre les États où il y a eu des élections démocratiques, ceux qui sont au pouvoir sont arrivés par des changements anticonstitutionnels, avec des conséquences qui peuvent être des fermetures de frontières, et des fermetures de frontières qui ne sont pas que pour les hommes, mais qui sont aussi pour des productions qui sont souvent exportées sur pied. Est-ce que ça vous fait réfléchir aussi
à savoir de la manière dont la Côte d'Ivoire pourrait peut-être améliorer sa production animale? Bien évidemment, parce que la production animalière ne peut pas faire l'exception dans toutes nos réflexions, surtout dans l'orientation stratégique aujourd'hui que nous avons donnée à notre politique dans le secteur. Vous l'avez dit, hein, par le passé, nos anciens gouvernants, précisément le président Félix Houphouët-Boigny, avaient fait confiance à l'intégration sous-régionale, en donnant peut-être, on va dire, des espaces de prospection économique à certains pays de la sous-région sur la partie production animalière, étant donné que nous avions, je parle de la Côte d'Ivoire, la façade maritime, ce qui permettait de compenser les pays qui étaient dans l'interland. Donc aujourd'hui, la réalité nous ramène à cette vérité qui veut que chacun de nos pays doit regarder l'alimentation intramuros de ces différents concitoyens. Et donc, à partir de ce moment, constatant aussi l'actualité du moment qui est la fermeture des différentes frontières du fait des situations exceptionnelles que certains pays amis frontaliers vivent, et surtout du fait que nous avons cette dépendance pour plus de 60% de notre consommation en viande bovine, ovine et caprine venant de ces différents pays, nous sommes obligés de regarder comment nous pouvons nous autosuffire en produisant localement. Monsieur le ministre, quel type de production envisagez-vous? C'est une production plus intensive, extensive? On sait très bien que la difficulté qu'il y a aussi, c'est quand il y a des parcours, quand c'est des productions extensives avec des parcours pour le bétail, on rentre souvent en conflit avec les agriculteurs locaux. Est-ce que vous voulez être sur des fermes plus modernes avec des élevages intensifs? Nous allons faire le parcours de ces différentes étapes parce que même les pays européens en son temps ont eu de la transhumance intra-pays voilà, entre les différentes frontières. Et c'est avec le temps, l'éducation et l'amélioration des conditions d'élevage que les élevages se sont faits en stabulation, c'est-à-dire en entravés dans les différentes localités. Donc nos différents pays, pour une question de solidarité, de transfert, de partage de patrimoine, a toujours laissé les différents bétails passer les frontières sans trop de difficultés. Donc, pour ce qui concerne l'avenir de l'élevage en Afrique et en Côte d'Ivoire, ça sera de s'orienter de plus en plus vers la stabilisation pour éviter justement les conflits agriculteurs-éleveurs, ce qui a fait l'objet d'une régulation, de textes de réglementation au niveau de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, pour les règlements à l'amiable de ces différents conflits, mais aussi pour pouvoir nous permettre d'intensifier la production, la mise à disposition de viande de qualité. Avec en aval, si je me trompe, peut-être le développement des abattoirs et de toute une industrie de la boucherie. Oui, ceci procède un peu des articulations structurantes du secteur parce que c'est tout comme, je veux dire, la production de produits vivriers. Pour que le vivrier se retrouve sur la table du consommateur, il faut qu'il y ait des marchés. Le marché, souvent, n'est pas un investissement, je dis, fortement rentable. Donc, c'est souvent à l'État de mettre ce dispositif structurant. Donc, autant le marché est structurant pour le secteur du vivrier, du vivrier, autant les abattoirs sont du secteur structurant pour la production animale. Donc, les abattoirs, nous avons un programme complet de formulation et de création d'abattoirs au niveau national. Autre filière dans laquelle la Côte d'Ivoire importe beaucoup, c'est la poudre de lait. Historiquement, on a essayé d'installer un certain nombre d'élevages laitiers en Côte d'Ivoire. Mais je crois que les conditions agro-climatiques font qu'il est parfois difficile d'avoir des élevages comme on peut le voir en Europe, avec des vaches de type Holstein, etc. Est-ce qu'il y a des races africaines qu'on peut développer qui doivent permettre de produire du lait sur place pour pallier à ces importations de poudre de lait? La technologie en matière de production animalière, surtout laitière, veut que la plupart du temps, nous procédons à ce qu'on appelle des croisements pour des améliorations génétiques. Ce sont des bêtes métisses qui sortent à partir de croisements de deux espèces différentes. Spécifiquement en Côte d'Ivoire, nous disposons d'une race locale qui est la Ndama. Et la Ndama, malheureusement, malgré ses performances, je veux dire, génotypes qui veut qu'elle soit résistante aux différentes maladies, la Ndama femelle ne produit pas autant de lait en quantité
telle que le nécessiterait une exploitation de grande rentabilité. Elle produit à 15 à 20 litres. Mais celle-là, elle produit à peine entre 1 litre et 1,5 litre par lactation. Alors que nous avons aujourd'hui en France comme au Brésil des vaches qui font jusqu'à 25, jusqu'à 50 litres même par lactation. Et donc, je pense que la démarche de nos prédécesseurs a été certainement un peu restreinte et nous sommes de plus en plus en train de regarder au-delà de la France vers d'autres horizons qui ont les mêmes conditions ou les mêmes environnements climatiques qui permettraient d'avoir des espèces qui produisent dans les mêmes conditions des vaches laitières de grande capacité. Vers quel pays vous orientez nous testons toujours les croisements avec les animaux, les vaches laitières françaises, mais en deuxième génération pour avoir les espèces qui font du lait de grande quantité. Mais d'un point de vue de la première génération, peut-être plus en préférence vers le Brésil qui dispose des mêmes conditions climatiques qui pourraient nous permettre d'atteindre des quantités de lait de grande qualité. Qui dit production animale dit aussi alimentation du bétail, de la volaille, etc. Est-ce que vous avez des politiques? On sait que c'est l'un des coûts très importants qui rentrent en compte lors de la production. Est-ce que vous avez des politiques incitatives, avec peut-être vos collègues de l'agriculture, pour inciter les agriculteurs ivoiriens à investir dans ce secteur d'activité? Ou est-ce que vous importez là encore beaucoup de fourrage Oui, l'alimentation du bétail constitue pour près de 60 à 70% du coût de revient du produit fini dans l'assiette du consommateur. Et cela est tellement bien compris que généralement, nous essayons de mettre l'accent sur l'acquisition ou la mise en place au niveau local d'entreprises produisant de l'aliment sur place. Et nous encourageons énormément les différentes entreprises qui auront un intérêt à y être. Je prends juste l'exemple de la production avicole de poulet. À un moment donné, nous étions en sous-production. Et grâce à certaines mesures incitatives, nous avons réussi à protéger le marché local. Oui, du poulet congelé brésilien. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, la production elle est faite localement parce que nous avons su protéger les frontières par rapport à l'invasion des produits à bas coût venant de l'extérieur, mais aussi nous avons encouragé les intrants à être produits localement, tels que l'alimentation de la volaille, etc. Donc ce sont des mesures qui sont en train d'être formulées dans le secteur du poisson aussi et dans d'autres secteurs stratégiques pour nous permettre d'aller très vite à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour finir, qu'est-ce que ça représente, les productions animales et halieutiques dans le PIB de Côte d'Ivoire? Et à quel horizon peut-on penser qu'il puisse y avoir une certaine autosuffisance? La production animale représente environ, on va dire, 40% du PIB agricole, mais pour ce qui est du PIB national, à peine 2%. D'accord. Et l'autosuffisance, il y a un objectif qui a été fixé ou un chemin vers l'autosuffisance, du moins de réduire les... Le cadre d'initiative institutionnelle, c'est notre politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture sur les périodes 2022-2026 pour un coût d'environ 1049 milliards de francs CFA, 65% attendus du secteur privé, 25% attendus des partenaires techniques et financiers, le reste venant de l'État de Côte d'Ivoire pour structurer le secteur. Mais pour cela, nous visons dans cette échéance près de 60 à 70% de couverture de nos besoins animaux et halieutiques. Et nous pensons que nous pouvons l'atteindre avec bien sûr le concours de tous les différents acteurs du secteur privé que nous avons rencontrés, où il y a un intérêt manifeste français à investir en Côte d'Ivoire, mais aussi européen à investir en Côte d'Ivoire. Et c'est cela qui nous permet de croire en l'avenir quant à la situation de couverture de ces différents besoins dans cet horizon. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.